Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente Thomas Chibuzo. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du Codes. Et cette semaine a été marquée par d'être plutôt intéressant. Il y avait le face-à-face de Douglas Murray et de Dave Smith sur le podcast de Joe Rogan. C'était assez intéressant de voir chacune des deux parties défendre sa position sur l'un des conflits les plus importants du siècle dernier, du siècle actuel. Et bon, pour avoir suivi pendant un certain temps Dave Smith dans ses présentations, c'est quelqu'un qui est assez terre à terre dans ce qu'il dit et qui va vraiment chercher. D'accord, il va prendre la position de ce qui est juste. Il va partir sur les faits et étayer son argument. Et donc, à un moment donné, ça semblait comme du non-sens de voir, plutôt que de contre-argumenter, de voir Douglas Murray essayer de jouer sur maintenant la forme des choses. Non, c'est pas exactement comme ceci, non, c'était pas exactement comme cela. Ah non, tu n'es jamais allé sur le lieu du conflit, donc tu n'as pas le droit d'en parler, au fait, etc., etc. C'était juste, à un niveau d'un, c'était juste ridicule parce que, ok, tu vois Dave qui présente un argument et en réalité, tu ne démontes pas l'argument. Tu ne dis rien qui rend caduque en réalité l'argument de la personne en face de toi. C'était quand même assez intéressant de voir, ou du moins de rentrer un peu dans la tête du sire Douglas. Et toujours cette semaine, il y a eu, on a envoyé des femmes dans l'espace. Katy Perry et puis son association avec d'autres femmes elles sont allées disons dans l'espace à la limite de ce qui est possible en termes de voyage actuel. Oh, c'était assez émouvant pour elles, ni plus ni moins. Bien sûr, il a fallu derrière une panoplie d'individus qui ont dû aller à l'université, ont bossé dur, ont dû se faire accepter à la NASA et dans toutes ces organisations-là, pour qu'on puisse les envoyer elles dans l'espace. C'était magnifique. C'était, enfin, le troisième truc qui m'a aussi accroché cette semaine, c'était toujours sur le podcast de Rogan. Il a reçu Tim Dillon. Et ce monsieur il est juste marrant. C'est quelqu'un qui peut te parler de quelque chose de super sérieux et tu ne pourras juste pas t'empêcher de rire parce qu'il a une façon assez particulière de voir les choses et de présenter les choses. Ouais, c'est un gars super chill. Et les voir eux deux composer, d'accord, parce que en temps ils ont eu à discuter un peu de ce qui s'est passé sur lors du face à face de Murray et de Smith. Et bon voilà, c'était écoutez, c'est juste magnifique de voir cette dynamique. Mais avec Tim Dillon, tu ne t'ennuies pas. Pour dire vrai, par exemple, Dave Smith, je peux suivre certains des épisodes de son podcast. Mais pour Dylan, ouais, c'est un peu comme quand tu ris un peu trop, tu finis par avoir mal au ventre. Enfin, tu as mal, quoi. Ton diaphragme ça devient douloureux, tu as mal. Donc, je ne suis pas souvent ces podcasts. Une fois en passant, je peux suivre un podcast de Tim Dillon. Mais, quasi à chaque fois quand il est sur celui de Rogan, je suis présent. Tu vas juste te marrer, et tu vas apprendre aussi. Tout est une affaire de découvrir des perspectives différentes, de se mettre en contact des façons différentes de voir le monde, d'apprécier le monde. Bien. Là, nous allons rentrer dans ce qui nous concerne réellement, dans le vif de notre sujet, avec la question du jour qui s'intitule: notre identité est-elle définie par la façon dont les autres nous voient ou par la façon dont nous nous voyons nous-mêmes?
Ok. Notre identité définit qui nous sommes. C'est littéralement qui nous sommes. Mais qui nous sommes, ça dépend, pour être puriste, clairement de nous-mêmes. C'est-à-dire que notre identité est fonction de la façon dont nous percevons nous-mêmes. C'est-à-dire que notre identité n'est pas forcément, elle va osciller ou elle va évoluer si notre perception de nous-mêmes change ou évolue. Une autre façon de le dire, c'est quoi? Que ce n'est rien de figé. Bien sûr, il y a des trucs qui sont figés dans notre façon d'être, mais en règle générale, en parlant d'identité, notre identité est totalement forgée. C'est-à-dire que nous avons décidé, consciemment ou inconsciemment, à un moment ou à un autre, suivant un facteur externe ou interne à nous, extérieur ou intérieur à nous, de nous percevoir d'une telle façon. Et cela a, du coup, décliné, au fait, tout un panel de façon d'interagir avec notre environnement. Et nous avons, avec le temps, consolidé, au fait, cette identité-là. Ou du moins, cette façon de nous percevoir, ce qui a fini par décliner certaines formes d'identité, disons-le comme cela. Bien. Pour le redire plus simplement, si, je vais donner un exemple. Si vous définissez, il y a un monsieur avec qui je travaille souvent sur, enfin, pour des questions de business. Mais souvent, quand il me parle de ses interactions avec ses partenaires d'affaires ou même avec son entourage, c'est-à-dire les gens avec les personnes avec lesquelles il est souvent en contact. Il y a un truc qu'il me dit très souvent. Ça fait juste partie de sa façon de communiquer. On pourrait être en train de parler d'un certain nombre de trucs, surtout de sa façon de gérer sa finance. C'est un monsieur qui, voilà, qui va naturellement aller vers porter assistance à autrui. C'est quelqu'un qui, en parlant, va juste dire, je suis quelqu'un de généreux. Et quel que soit, en fait, le framework, quel que soit le cadre dans lequel vous êtes en train d'opérer, il va te dire, je suis quelqu'un de généreux, et c'est pour ça, donc, en fait, il se retrouve à faire certaines choses. Parce qu'il a pris l'habitude de se définir comme étant quelqu'un de généreux. Et même lorsque dans certaines circonstances, il faut cadrer, il faut limiter, au fait, des sorties pour certaines choses. La façon dont il se définit comme étant quelqu'un de généreux devient, je vais pas dire dans ce contexte, devient contre-productif, c'est-à-dire ça joue contre lui. C'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement parce qu'il se définit comme étant quelqu'un de généreux, mais c'est exclusivement parce qu'il se définit, ou du moins c'est parce qu'il se définit exclusivement comme étant quelqu'un de généreux, au fait, que cela peut se retourner contre lui, parce que il peut se définir comme quelqu'un de généreux, mais en même temps quelqu'un de plus rationnel dans sa façon d'être généreux. Par exemple, pour dire, ok, je suis quelqu'un de généreux, je peux te donner, mais je dois avoir de bonnes raisons de donner. Et c'est une couche en plus dans la façon dont je me définis. Je ne donne pas parce que j'en ai que je peux. Juste, ou que je veux. Juste. Mais je donne parce que je peux, parce que je veux, et parce qu'il faut. Parce que le contexte correspond. Et c'est une couche que je rajoute à la façon dont je décide de faire les choses. C'est un peu comme quand on dit, vous avez quelqu'un, si je vous décrivais quelqu'un, je vous dis, ah, ce gars-là, il est super généreux, hein, quand tu as un problème. Non. Parlons financièrement, il t'accompagne rapidement financièrement, etc. Quelqu'un d'autre, on peut le définir, ah, ce monsieur-là, il est vraiment généreux. Quand tu as un problème, ah, et il va étudier avec toi, en fait, le problème. S'il faut qu'il t'accompagne financièrement, il le fera. Sinon, il te dira que ce n'est pas possible parce que peut-être, s'il faut t'orienter, parce que peut-être c'était pas un bon projet, il te le dira. Il va pas juste te donner de l'argent parce qu'il en a, mais il va voir avec toi si le projet a quelque chose
voilà, quelque chose qui peut porter. Même s'il veut te donner l'argent, même s'il n'a aucun intérêt dedans, il veut juste te donner l'argent, il va quand même voir déjà avec toi si le projet a quelque chose qui peut porter. Si oui, il te donne l'argent, sinon, il te le fait comprendre que le projet ne va pas porter, donc ça n'est même pas la peine qu'il te donne de l'argent parce que ça ne va pas porter, ou, etc. Et de la notion de quelqu'un de généreux, on peut définir différentes inclinaisons de façon d'être généreux. Donc, fondamentalement, quand on retourne à la source, la façon dont vous vous définissez va définir votre identité, va faire votre identité. Maintenant, quitte à savoir si cela est aussi fonction de la façon dont les autres nous voient, cela va entrer dans... Oui, il y a une influence extérieure sur notre identité, mais est-elle l'influence suprême? La réponse est non. Parce que, éventuellement, notre environnement, nous sommes dans une relation d'interdépendance, enfin, d'inter-influence, notre environnement et nous. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Bien entendu, les autres vous donnent ils partagent avec vous, ou vous pressentez ou vous ressentez l'idée qu'ils ont de vous, c'est-à-dire la perception qu'ils ont de vous. Et justement, cela peut avoir une influence sur la façon dont vous décidez de vous percevoir. C'est-à-dire que vous pouvez être perçu comme quelqu'un de bien méchant et vous n'en aurez absolument rien à foutre. Comme vous pouvez être perçu comme quelqu'un de bien méchant et ok, cela touche en griffe votre sensibilité et vous décidez de vous redéfinir, c'est-à-dire de revoir certains traits de votre personnalité pour ne plus être perçu comme quelqu'un de méchant. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Que le degré d'influence extérieure ou le degré que les gens autour de vous ont en termes d'influence sur votre identité n'est fonction que de ce que vous êtes prêt à accepter. C'est-à-dire que le simple fait de la perception des autres ne suffit pas à définir votre identité. C'est vous, dans votre capacité à accepter que cette perception des autres ait une importance pour vous. C'est-à-dire la perception que vous avez de la perception des autres par rapport à vous, qui va définir si cette perception des autres de vous va changer quelque chose dans votre façon d'être ou pas. C'est-à-dire par rapport à votre identité ou pas. Donc si vous allez utiliser cette donnée extérieure-là pour vous définir. Et si vous décidez d'utiliser cette donnée extérieure-là pour vous définir, évidemment, vous allez commencer par vous percevoir à travers, en fait, les yeux des autres. Et donc cela va changer, ou cela va orienter, en fait, votre identité dans ce sens-là. Et c'est de ce point de vue que vous allez voir certaines personnes qui essaient de plaire à tout le monde. C'est l'exemple le plus évident. Qui essaient de plaire à tout le monde, c'est des gens qui disent oui à tout et à n'importe quoi. Parce qu'ils ne savent pas se définir autrement que à travers l'approbation des autres, par exemple. C'est juste leur façon d'être. C'est des hommes ou femmes, ça ne fait aucune différence. C'est un trait de caractère que les deux gens vont partager. Et donc, mais dans le même temps, vous voyez des gens qui ne se laissent juste pas, non, ne lui dit pas quoi faire. Par exemple. Bien sûr, on est en train de parler d'identité, c'est beaucoup plus intangible, beaucoup moins tangible que sur des actions à poser. Mais c'est littéralement la même idée. De savoir que c'est nous qui décidons, en fait, de qui nous sommes. Et donc, de ce point de vue, je disais très tôt que cela peut être totalement conscient ou inconscient. Généralement, notre identité va être forgée dans les premières années de notre existence. Mais elle peut être reforgée, elle peut être modifiée, elle peut être transformée. Fondamentalement, nous ne changeons pas. Mais nous pouvons changer, vous voyez, cette façon d'être, telle autre façon d'être, telle autre façon d'être. Adopter, au fait, un nouveau panel de façon d'être, ou modifier
l'ancien panel de façon d'être. Mais seulement et seulement si nous décidons en fait de faire ce travail-là. Et ça devrait être un travail conscient. Il y a un monsieur Tom Bilieu. C'est un homme d'affaires canadien. Il a son podcast, Impact Theory, pour ceux qui sont intéressés. C'est l'un des podcasts que pendant très longtemps j'ai suivi, et disons que c'est, comment le dire? J'aimais vraiment la structure, ou j'aime toujours la structure de son podcast, parce que au début c'était un truc qui était, ok, tout ce qui est, je veux pas dire développement personnel, mais tout ce qui est modèle qui permet à l'individu de passer d'un niveau A à un niveau B de son existence. D'accord? Donc tout individu qui peut être sous une forme, sous un modèle de réussite était invité. Généralement, la plupart avaient un background de businessman sous une forme ou sous une autre. Et donc chacun pouvait venir présenter, en fait, ou parler de lui, présenter sa façon de voir les choses, ce qui l'a aidé à évoluer dans la vie, etc. Et c'était assez intéressant parce que tu apprenais beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant en regardant les podcasts de Tom Bilieu. Et Bilieu, ça s'écrit Bileu. Pour ceux qui n'entendent pas, des fois on dit Bilieu, des fois on dit Bilieu. Ça fait aucune différence pour moi. Mais Impact Theory, pour ceux qui recherchent le podcast. Puis ensuite, il a commencé par s'orienter, en parlant de la structure de son podcast, sur des profils qui étaient plus orientés santé. Parce que c'était une période de sa vie où sa femme traversait une épreuve relativement compliquée du point de vue de sa santé. Et il a donc commencé par développer donc de l'intérêt pour la question de la santé, du bien-être, et en règle générale, disons, de tout ce qui va vers le biohacking. Et dans le panel de personnes qu'il invitait aussi étaient orientées dans ce genre de sens. C'est-à-dire 9 personnes sur 10 dans cette période-là étaient orientées pareil. Et c'était assez fun aussi parce qu'il y avait encore beaucoup plus à apprendre. Vous avez de l'information qui était super accessible à toutes les couches, au fait, intellectuelles ou pas vraiment intellectuelles. C'est-à-dire que vous avez des gens super. Vous avez le professeur de Harvard qui vient, qui te parle de concepts que tu n'avais jamais entendu, mais que tu pouvais comprendre juste parce qu'il comprenait l'audience en face de lui, donc il expliquait dans un langage non seulement terre à terre, mais il expliquait des trucs pratiques que tu peux utiliser, que tu peux faire au quotidien, qui vont t'aider, voilà, à changer les choses pour toi, pour ta vie. Par exemple, quand je disais professeur de Harvard, c'est un exemple. Et oui, il y avait un prof. Comment s'appelle le monsieur là? David Sinclair, voilà. Quand je parlais professeur de Harvard, c'est à lui que je pensais, David Sinclair. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres personnes, des personnes dans le domaine de la science, de la technologie de façon générale, qui passent sur son podcast. Bref, pour la faire court, pour revenir à d'où je suis parti, Tom Bilieu, une fois, en fait, plus d'une fois, en parlant, en fait, il expliquait, en fait, le genre de mécanisme qu'il a mis en place lui-même à son niveau, personnellement, et qui lui permet de s'en sortir dans la vie. C'est le genre de truc quand il veut développer une nouvelle façon d'être. C'est-à-dire un nouveau trait de caractère qui va entrer dans son identité. Il a un jeu conscient qu'il fait. Supposons que c'est le genre de truc où, parce que je me rappelle bien l'exemple qu'il avait donné, la première fois qu'il en parlait, c'était genre, quand il se fixe, disons, le réveil à 6 heures, il pouvait rester, là, si je me rappelle bien, hein, de l'exemple. Même si c'est pas exactement le même exemple qu'il a donné, c'était un truc dans le genre. Tu te fixes ton réveil à 6 heures du matin, mais tu te retrouves à traîner jusqu'à 6h30, 7h, 20h. Il a commencé par se dire, je suis le genre de personne, et puis, tu dis, le reste comme tu veux que cela soit. C'est-à-dire, je suis le genre de personne qui se lève dès que mon réveil sonne. Mais je suis le genre de personne qui range toujours tel. Je suis le genre de personne qui respecte toujours mes engagements. Je suis le genre de personne. Et c'est le genre de truc qu'il a commencé par se dire. Et éventuellement, tout ça, c'est ce que je dis que je suis. Je finis par devenir cela.
parce que je suis dans le processus. Parce que je le dis parce que je veux le devenir ou je veux vraiment que cela fasse partie de qui je suis. Donc, tout va dans ce sens-là. Et je me l'affirme à moi-même. Donc, c'était le genre de truc où, par exemple, le matin, quand il veut se sentir traîné, jouer la paresse, il se dit, je suis le genre de personne qui se lève dès que le truc, bon, il se lève. Puisque je suis le genre de personne. C'est ce que ce genre de personne fait. Et se lève. Je suis le genre de personne qui court 10 kilomètres une fois par semaine. Ouais. Je suis ce genre de personne. Ce n'est peut-être pas encore effectif. Il faut comprendre que ce n'est pas forcément effectif au moment où vous le dites, mais parce que vous le dites, ça vous met dans la dynamique de le rendre effectif. Et donc, voilà comment consciemment vous pouvez vous retrouver à mettre en place pas juste une idée, mais une nouvelle façon de vous percevoir. Vous êtes le genre de personne qui, et une chose après une chose, vous adoptez, au fait, ces habitudes-là. Parce que, inconsciemment, généralement, c'est littéralement, en fait, comme ça que nous fonctionnons. C'est juste que lui l'avait verbalisé. Et ça, pour être honnête, ça m'a beaucoup aidé de l'entendre. Parce que l'entendre dire m'a permis, au fait, de pinpoint it, c'est-à-dire de mettre un doigt là-dessus. Dans le sens où beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes que nous opérons et dont nous ne sommes pas conscients. Quand on observe le truc de loin, dans le fond, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Généralement, nous faisons les choses parce que c'est juste comme ça que nous nous voyons. Vous voyez quelqu'un qui vous dira qu'il ne sait pas parler en public. Ce genre de truc. Parce que c'est comme ça qu'il se voit, comme quelqu'un qui ne peut pas le faire. Il y a un truc de super amusant, au fait, enfin, c'est pas que le truc en soi est amusant, mais c'est quelque chose qui m'amuse. À chaque fois que je suis en chemin, que je vois les gens auto-école, on voit les gens qui sont en train d'apprendre apprendre à conduire, les véhicules d'auto-école, et vous voyez la personne qui est au volant, il y a un truc que je me dis toujours, c'est que le manque d'aise au volant de ces gens-là est lié au fait à la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Enfin, c'est un truc que je me dis 8 fois sur 10 quand je croise ou bien, etc., une voiture d'auto-école. Ça n'échappe pas parce que pour moi, c'est juste ce qui ferait la différence pour la personne qui est en train de faire, en fait, la conduite, en fait. Et le truc est simple. La personne se dit qu'elle est en train d'apprendre à conduire. Mais c'est faux. Il n'y a rien qu'on appelle apprendre à conduire. Elle est déjà en train de conduire la putain de voiture. Elle ne la conduit peut-être pas bien. Elle n'est peut-être pas à l'aise. Mais elle est déjà en train de la conduire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'elle ferait de plus quand elle aura son permis, qu'elle ne fait déjà. Donc, et en fait, moi ça me fait marrer parce que je me dis c'est juste une façon de percevoir la chose qui ferait juste la différence, en fait, pour cette personne. Parce que à partir du moment où tu te mets dans la tête, où tu te mets dans l'esprit de où tu te mets dans la position de où tu te perçois comme étant, il y a la personne qui fait déjà la chose, je conduis déjà la voiture. Il y a rien d'autre. C'est ça qu'on appelle conduire une voiture. La façon dont tu conduis n'est pas ce qui est mis en cause. Ou l'objet, au fait, le fait est, à partir du moment où tu te dis, ok, apprendre à, donc ce que tu fais, c'est quoi? Est-ce que je vais te voir, supposons qu'il n'y avait pas le truc auto-école sur la voiture, ou aucune affiche sur la voiture indiquant que c'est une voiture d'auto-école. Et je vois un monsieur à côté de toi. Toi, tu es au volant. Tu es en train de passer. Comment est-ce que je devine que tu es en train d'apprendre? J'ai absolument aucun moyen de me dire, telle personne est en train d'apprendre à conduire une voiture, ou etc. Je vois une personne en train de conduire une voiture. Et donc, tu es une personne en train de conduire une voiture. Et se voir en train de conduire la voiture, c'est différent de se voir être en train d'apprendre à conduire une voiture. Ça va juste faire une grande différence dans la façon dont l'individu va se positionner mentalement. Et parce que, malheureusement, la façon dont nous nous percevons lorsque nous voyons comme étant apprenants n'est pas forcément la meilleure des façons. Parce que généralement, les gens vont avoir une estime d'eux-mêmes qui
voilà, ne va pas les faire trucs là, ne va pas les honorer. C'est-à-dire que, parce qu'il se voit comme étant apprenant, bien entendu, toute personne qui est en train d'apprendre, cela va avec, comment appelle-t-on, son lot de marge d'erreur. Mais le problème, c'est que les gens, généralement, lui-même va associer la marge d'erreur à, émotionnellement, ne pas avoir confiance en soi. C'est-à-dire que, parce que, ok, il y aura des erreurs, il y a un feedback qui se joue dans l'esprit de la personne qui fait que l'individu va, du coup, avoir moins confiance en elle-même. Et parce qu'elle a moins confiance en elle-même, ça va augmenter, au fait, le risque que cette personne fasse des erreurs. En fait, c'est un paradoxe qu'on ne voudrait pas. Bon, voilà, c'est juste comme ça, en fait. Mais une personne qui comprend qu'elle est déjà en train de faire la chose, n'est pas en train de penser à la marge des gens au risque qu'elle fasse mal. Ce n'est plus tellement, elle n'est plus stressée par le fait que, ok, elle est en train d'apprendre. Ça, les gens est en train de faire. Elle est dans le processus de. Quelqu'un qui, l'autre exemple qui, j'espère, va illustrer, au fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Vous prenez deux personnes au club, la nuit, et les deux font exactement la même chose. On dit de danser, ils font tac, 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 tac. Le premier, il se dit dans sa tête qu'il ne sait pas danser, qu'il ne sait pas danser. Et il fait donc le mouvement timidement. Il bouge deux pas à gauche, deux pas à droite. Il bouge timidement, deux pas à gauche. Je danse comme ça, c'est tête et son, bon, les frères tête qui, qui bougent comme ça. Des blagues qui savent pas danser, ça me sort pas quelque part. Non, c'est juste hallucinant. Bon, anyway. Donc, vous prenez le premier gars qui se dit, voilà, qui sait pas danser. Donc, il essaie de faire quelque chose. Ça va juste se sentir qu'il n'est pas à l'aise, en fait, dans ce qu'il fait. Je fais rien de spécial, mais ça va juste se sentir qu'il n'est pas dégourdi. Je crois que c'est le bon adjectif. Puis voilà la deuxième personne qui fait exactement la même chose. Et qui, pour elle, ouais, j'assure, je cartonne. Ouais. Parce que la personne se définit comme étant quelqu'un qui est en train d'assurer, de cartonner. Parce que pour elle, c'est ça, danser. Elle va être tellement dégourdie. Elle va faire des choses super loufoques sur la piste. Tout le monde va prendre cette personne pour une folle. Mais je dis une folle parce que je dis la personne, pas parce que c'est une femme. Mais bien entendu, dans mon esprit, je pense que c'est un homme ou fait entre eux. Parce que généralement, c'est souvent les hommes qui ont ce genre en fait, de trucs où ils sont super dégourdis et vous les voyez, ils font tout et n'importe quoi. Ils appellent cela danser. Mais devinez quoi, ils dansent. Ça n'a pas besoin d'être codifié quand tu danses. Il y a des danses codifiées, comme la salsa, etc. Mais toute danse n'a pas obligé d'être codifiée. Mais le fait est qu'il s'éclate. Il danse. Et il se sent à l'aise. Il est dégourdi, il se sent tout confiant. Il a une estime de lui-même qui n'est pas à remettre en cause, parce qu'il n'en a rien à foutre au fait de la perception que les gens autour de lui pourraient avoir de lui-même, ni de ce qu'il fait. Donc du coup, il n'essaie pas d'adapter sa danse aux gens autour de lui. Sa danse est fonction de la façon dont il se perçoit lui-même, comme quelqu'un qui est en train de danser, qui s'exprime de cette façon, point barre. Mais dans le même temps, le premier individu, lui, il se dit qu'il sait pas danser. Comment est-ce que les autres vont percevoir? Donc, du coup, comme il n'a pas une idée claire de comment est-ce que les autres, enfin, l'idée claire qu'il a, c'est que les gens ne vont pas forcément bien voir ou apprécier la façon dont lui bouge. Je parle de la première personne. Et donc, du coup, ça le rend encore plus timide dans sa façon de bouger parce qu'il se définit déjà comme qu'il ne sait pas danser. Et donc, sa façon de s'exprimer va être totalement timide. Ça va être totalement timide. Et surtout si c'est dans le contexte d'une danse codifiée, il se dit donc que les gens attendent. Pour qu'on parle de lui danser, il faudrait que ce soit exactement la danse codifiée qu'il soit en train de faire pour que l'on puisse dire que, ok, il est en train de danser. Et comme il sait qu'il ne sait pas danser, il connaît pas le code de cette danse. Quand il dit danse codifiée, c'est les gens de danse où il faut connaître les pas, etc. La valse, c'est une danse codifiée. Il faut savoir, en fait, comment faire les pas de la valse, sinon tu peux pas faire la salsa, etc. Donc, quand l'individu se dit que c'est ça l'attente
ça le freine en même temps. Parce qu'il se définit d'office comme quelqu'un qui ne sait pas danser. Et donc, il va difficilement le faire ou il va du tout pas le faire. Donc, je pense que c'est pas mal exemple pour illustrer un peu. Je laisse le reste à votre imagination pour vous retrouver dans tout ce que je viens de dire. Donc, l'idée est là. La, la notion réelle, c'est comment est-ce que vous voyez vous-même. Et disons que nous avons pris l'habitude de mettre des couches et des couches, des couches et des couches, un peu comme si vous portez un habit, puis un autre par-dessus, puis un autre par-dessus, puis un autre par-dessus. Il y a tellement de couches, de façons dont nous nous voyons, que éventuellement, pour faire le travail, il faudrait checker chaque couche l'une après l'autre. C'est-à-dire prendre le temps, ce qui suppose que c'est pas un truc que tu ne changes pas de personnalité en un jour. Voilà la raison pour laquelle vous décidez d'adopter une nouvelle habitude pour la nouvelle année et au bout de, je serais généreux si je dis 3 semaines. Quoi? Au bout de, au bout de 10 jours, vous avez même oublié. Parce qu'il y a l'étape où l'individu va peut-être se dire, ok, oui, telle chose, mais etc. Vous se donner une excuse pour ne pas le faire. Et puis, au moment donné, il va même oublier qu'il avait décidé de faire telle chose. En fait. Au bout de 10 jours, l'individu va juste oublier, au fait, qu'il avait décidé telle chose en début d'année. Et il va se rappeler de ça au bout du 65e jour. Ah, qu'il y avait telle chose qu'il avait dit qu'il allait faire. Et puis, il va encore oublier parce que de toute façon, voilà, il va se donner des raisons de ne pas le faire. Donc, l'idée est la même. La raison pour laquelle, lorsque vous fixez un objectif, par exemple, vous allez commencer du sport, c'est l'année de mon année, je vais à la salle de sport, je vais payer mon membership, comment on appelle ça? Mon abonnement, d'accord? Et maintenant, je vais régulier, une séance, 2 séances, on se sent le plus grand athlète du monde, et troisième séance, ce n'est plus tellement ça, la sixième séance, si on se reposait, ce genre de délire, ouais, un peu. Parce que l'individu va avoir tendance à être fidèle à qui il était. Parce qu'il ne se définit pas encore comme étant quelqu'un qui fait du sport. Pour lui, c'est comme un facteur extérieur. Donc, le truc qu'il doit checker, c'est sa perception de lui-même. Qui le mettait dans une position où il ne faisait juste pas du sport. Et il y a pas de, on ne peut pas détruire une idée. On ne peut pas attraper une idée, la détruire. Mais vous pouvez juste récupérer l'espace que cette idée occupe dans votre esprit. Et la récupérer, la nature a du vide. Si vous récupérez cet espace-là, ce n'est pas pour laisser cet espace vide, au fait, dans votre esprit. Ça va être plus un jeu de substitution. Disons-le comme cela. C'est l'image la plus simple que j'ai trouvée. Ça va être un jeu de substitution. Ça va substituer, en fait, cette idée par une autre qui, hopefully, enfin, j'espère, est meilleure et à votre avantage. C'est-à-dire que vous savez que vous avez pris l'habitude, c'est tout un affaire d'habitude. Vous avez pris l'habitude de ne pas faire du sport. Ce n'est pas que vous ne faisiez pas du sport. Vous avez juste pris l'habitude de ne pas faire du sport. Il faut apprendre à recadrer les concepts. C'est une façon bien plus intéressante d'aborder l'existence et d'avancer. Vous avez pris l'habitude de ne pas faire du sport. Et vous allez remplacer cette habitude par une nouvelle habitude. C'est de faire du sport. Donc vous allez, pour cela, vous définir comme étant quelqu'un qui fait du sport. Et qu'est-ce que quelqu'un qui fait du sport fait? Il a des potes qui font du sport. Quelqu'un qui fait du sport fait. Il aime aller à la salle, etc. Et se mettre dans ce genre d'état d'esprit, c'est quelqu'un qui fait du sport, c'est tout. Cela va vous incliner, ça vous donne l'inclinaison suffisante pour
faut être régulier à la salle. Parce que c'est juste comme ça que vous voyez. C'est-à-dire, vous devez vous rappeler. Parce que, que l'on en soit conscient ou pas, nous nous rappelons tout le temps qui nous sommes. Si vous me croyez pas, c'est sûr que vous vous rappelez avoir déjà rencontré quelqu'un qui, lors d'un échange, a dit, que, moi, je suis quelqu'un qui me fâche vite, hein. Je suis quelqu'un qui me fâche très vite. Il se rappelle qui il est. Et il tient à vous en tenir informé pour que vous sachiez qui il est, parce que c'est juste comme ça qu'il se voit. Ce n'est pas que c'est une fatalité, il ne peut pas être quelqu'un de différent. Mais c'est juste comme ça qu'il se voit. Un peu comme l'exemple que je vous donnais du monsieur avec qui je travaille souvent sur un projet et qui se voit comme étant quelqu'un de très généreux. Il se voit toujours comme il aime se définir comme étant le plus grand philanthrope. Je dis, mais pourquoi? 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 Je n'ai rien contre la philanthropie, mais c'est quelque chose qui peut, enfin, il faut savoir ce que vous faites, quoi. Donc, l'humain a l'habitude de se rappeler qui il est. Non. Mais la plupart du temps, le rappel, ça aussi c'est une habitude. Donc le problème n'est pas dans l'habitude de se rappeler qui nous sommes. C'est qui nous décidons de nous rappeler que nous sommes. Voilà ce sur quoi il faut jouer. Si vous aviez l'habitude de vous définir comme quelqu'un, c'est-à-dire un modèle X qui n'est pas votre avantage, définissez le nouvel modèle, la nouvelle version de vous. Nous aimons tous les mises à jour, le nouveau modèle de Range Rover, etc. Nous aimons tous les mises à jour de tout dans notre vie. Définissez une nouvelle mise à jour d'un trait. Comme je le disais, nous avons plusieurs couches que nous avons, qui constituent notre identité. Donc, l'idée n'est pas de tout changer en une fois. Prendre un truc, c'est ok. Une couche, et peu importe laquelle, pas forcément la plus proche ou la plus loin, peu importe laquelle, celle qui a suffisamment d'intérêt pour vous dans le contexte actuel, vous la prenez, vous dites, tiens, cette façon de voir n'est pas à mon avantage, ça ne m'arrange pas. Maintenant, je décide. Je donne un exemple. Ouais. Souvent, quand on suit les trucs de développement personnel, on dit, voilà, que la richesse est un état d'esprit, etc. Et que, voilà, c'est un état d'esprit. Ce qui suppose, adaptons cela à notre concept. Je peux m'asseoir et dire, ok, j'avais l'habitude de me définir comme quelque chose qui ne m'arrange pas. Maintenant, je décide de me percevoir comme quelqu'un de riche. Je suis riche. C'est la perception que j'ai de moi-même. Et comment est-ce que le point de vue que quelqu'un de riche a du monde, quelqu'un de riche, c'est que je suis capable de rentrer dans n'importe quelle structure, chez n'importe quel concessionnaire, me prendre n'importe quelle voiture que je veux. Je suis pas en train de parler du point de vue de création de richesse, je suis en train de parler du point de vue de dépenses, c'est-à-dire de capacité financière, du pouvoir d'achat. Parce que je peux aborder le point de vue je suis riche, du point de vue de mon pouvoir d'achat, de ma capacité à créer de la valeur. Donc, tout dépend du genre d'exercice que je veux faire. Donc, ma capacité du pouvoir d'achat, ouais, je peux aller où je veux, quand je veux. Avoir un jet privé, aller à Santorini. Aujourd'hui. Et demain, mot de tête, oh, je vais à Dubaï. Par exemple. Parce que je le peux. Comme je peux me définir, je suis riche. Tout est une affaire de perception de qui nous sommes. C'est le genre de choses qu'un homme riche fait. Qu'un riche fait. Donc, je suis riche, c'est ce que je fais. Il faut dire que je suis riche, je crée de la valeur. J'ai, par exemple, création de la valeur. J'ai bâti une compagnie. On parle souvent de, comme, ma compagnie nous manageons, en fait, des actifs de plus de 10 milliards de dollars, par exemple. Et nous avons réalisé des revenus de tels milliards de dollars, par exemple. Évidemment, c'est pas le genre de truc qu'un pauvre dirait. Ou nous avons réalisé telle acquisition d'entreprise. C'est le genre de truc que je fais. Je réalise des gros deals. Si quelqu'un je suivais un truc la dernière fois, Jamie Dimon, c'est le directeur de l'une des plus grandes banques du monde. Laissez-moi me rappeler. C'est pas Goldman Sachs,
Jamie Dimon. Comment ça le nom la peine me sortir à tête. Je crois que c'est Morgan. Je crois que c'est Morgan Stanley, si j'ai bonne mémoire. Et il parlait, en fait, le gars, quand vous l'écoutez, c'est genre, il dit, je crois que c'était lors d'un podcast, en tout cas, lors d'une interview, et pour se décrire, il dit, nous prêtons de l'argent aux grandes entreprises du monde. Nous prêtons des centaines de milliards au gouvernement. Lorsque quelqu'un vous dit ce genre de truc, vous savez, il n'a pas besoin de vous dire sa position sociale. C'est-à-dire, il citait, en fait, les gens avec ces interactions professionnelles. Les gouvernements, c'est avec eux que nous traitons. Les grandes banques du monde, c'est avec eux que nous traitons. Les grands businessmen, les world class businessmen, c'est avec eux que nous traitons, etc. Et du coup, en l'écoutant, il y avait rien d'arrogant dedans, c'est juste, c'est avec ce genre d'individu que nous travaillons. Et ça en dit beaucoup, au fait, sur le genre de banque qu'il dirige. Ce n'est pas la banque commerciale du quartier. Donc, ce jeu était intéressant parce que cela décrivait, en fait, son panel d'activités, mais dans le même temps, si on veut le regarder autrement, il définissait juste aussi son identité en tant que banquier. C'est-à-dire, je suis pas ton banquier de coin de rue. Je suis au sommet je suis au sommet, au fait, de la chaîne. Bon. Donc, tout le temps, nous faisons cet exercice de nous rappeler qui nous sommes. Alors, si il y a une version de ce que nous pouvons et que nous voulons devenir, ce serait bien, en fait, d'en prendre conscience. Ok, maintenant, je suis riche. Ah, mais riche, je connais un gars qui le fait. Il a sa chaîne. Certains pourraient l'appeler un influenceur, mais franchement, il a dépassé, en fait, le concept de influenceur. Et c'est quelqu'un qui me dit, je suis riche. Il le fait. Ah, mais riche. Et il est riche. Vous voyez un peu. Mais c'est un jeu, en fait, j'ai compris à un moment donné que c'est un jeu qu'il jouait et qui lui a marché. Je suis riche. Je suis riche. Il disait bien longtemps, je suis milliardaire. Bien longtemps avant de le devenir. Parce qu'il a juste pris l'habitude de se définir comme étant un milliardaire. Je suis milliardaire. Etc. C'est comme je suivais un truc, Shaquille O'Neal, qui parlait, et suivant le même concept, je ne sais pas si, bon, bien entendu, n'a pas reçu ce genre de questions à laquelle je suis en train de répondre. C'était dans un contexte de discussion, sur un podcast, en fait, qu'il parlait. Et il a entendu ce concept-là, il me semble, soit de Bill Gates, ou soit du gars de Amazon. Comment il s'appelle? Jeff Bezos. Et c'est une affaire de comment est-ce que l'on décide de se voir, en fait, la perception de soi. Et il évoquait, ça vient juste de me revenir à l'esprit, en fait. Et il évoquait le truc, il disait, voilà, que je suis le genre de personne qui, il n'a pas utilisé exactement je suis le genre de personne, mais c'est un peu l'idée, quoi. Genre, je change la vie je change la vie des gens, people lives. Je change la vie des gens. Donc ça pourrait être traduit, je change la vie de l'humanité, je change la vie des gens autour de moi. D'accord? Je change la vie de milliers de gens. Je change la vie de millions de gens. Je change la vie de milliards de gens. Je investis dans des business parce on parlait de ces investissements. Le podcast évoquait ces différents investissements. Parce que c'est un national de Google et de pas mal d'autres compagnies, des compagnies d'assurance particulières, etc. C'est un homme d'affaires respectable. Et donc, il évoquait la philosophie, au fait, ou une des philosophies derrière ces investissements, c'est ils investissent dans des business qui changent la vie des gens. C'est comme ça qu'ils se voient. Je suis donc le genre de personne je suis un investisseur de classe mondiale qui investit dans des business qui changent la vie des gens. Point. Et je décide de me voir comme ça et je vais me rappeler à chaque fois, autant que possible, aussi souvent que possible, que c'est le genre de personne que je suis. Et éventuellement,
Éventuellement. Maintenant, cela devient mon identité. Et celle que, quand vous demandez votre pièce d'identité à quelqu'un, la personne vous montre sa pièce d'identité. Ça ne change pas juste parce que c'était pas l'idée que vous faites de la personne. Si vous vous faites arrêter par la police en chemin, et le cas vous trouvait un peu c'est pour ça qu'il vous a arrêté. Mais lorsqu'il prend votre pièce d'identité, il voit il voit votre fonction. Ah. Il est obligé de s'en tenir, au fait, à ce que votre pièce d'identité dit. Parce que votre pièce d'identité dit que vous êtes monsieur tel. Ok. C'est-à-dire qu'en ce moment, la perception qu'il avait de vous n'a plus aucune forme d'importance. Voilà cette pièce qui décline qui vous êtes. Et il va devoir s'en tenir. Voilà, c'est pareil. Lorsque vous définissez un trait de caractère, un nouveau trait de comportement, ou vous définissez une nouvelle identité, c'est à vous d'apprendre à l'imposer au monde. Si tant est que ce trait cette identité vous sert et sert le monde, c'est à vous d'apprendre à l'imposer au monde. Défendre cette identité. Bien entendu, si elle vous sert, qu'elle sert le monde. Et c'est encore à vous de définir dans quel degré, dans quelle mesure le monde, c'est-à-dire vous devrez accepter le feedback du monde en termes de qui est-ce que vous devrez être. En réalité, pour être honnête, c'est zéro. Il n'y a aucune raison d'accepter, de laisser le monde vous définir. Mais le feedback que l'on pourrait accepter pourrait vous permettre de vous ajuster au fait par rapport à qui est-ce que vous voulez vraiment être. C'est ce que je peux dire de ce point de vue. Donc, asseyez-vous, définissez qui vous êtes, créez votre identité, changez le monde. Sur ce, je vous dis bonsoir.